Yo, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui on va parler d'évasion et de fromage. Oui, je parle bien d'évasion et de fromage dans la même vidéo, et vous verrez que les deux se combinent plutôt bien. Du coup, je vous ai concocté 3 histoires de détenus qui ont créé du fil à retordre aux gardiens, et je vous assure que certains ne manquaient pas d'imagination. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On commence par un monsieur qui a bien failli faire partie de la liste des évadés de prison qui n'ont jamais été retrouvés. Et je vous assure, il n'est vraiment pas passé loin. Je vous explique. 1966, nous sommes en Géorgie aux États-Unis et Robert Stakovitz vient d'être condamné à 17 ans de prison pour avoir volé 9 $. Il devra donc purger sa peine dans la prison Carroll County où il aura un travail rémunéré à l'extérieur de l'enceinte. Ça aura son importance plus tard, vous le verrez. Après 2 ans, alors qu'il ne comptait absolument pas s'évader, une occasion s'est présentée alors qu'il travaillait. Les gardiens qui le surveillaient ont eu un moment d'inattention et Robert l'a bien vu. Ni une ni deux, il décide de partir en piquant son plus gros sprint. Il a ensuite directement pris un vol pour rentrer chez lui dans le Connecticut tranquille. Bon, faut dire qu'à l'époque, la sécurité n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui, ça devait donc être plutôt facile de se construire une vie incognito. Et c'est justement avec l'alias Bob Gordon qu'il va devenir réparateur de moteurs à bateau tout près de la frontière de l'état de New York. Et les forces de l'ordre dans tout ça ? Ben, ils ont un peu laissé tomber la traque depuis et pensent avoir très peu, voire aucune chance de retrouver le fugitif. Mais non, justement, la chance va tourner après 48 ans certes, mais quand même. En fait, tout bêtement, Robert Stakovitz, aka Bob Gordon, a fait l'erreur d'utiliser son vrai nom pour obtenir des prestations sociales. Et évidemment, les autorités géorgiennes en ont pris connaissance et ont voulu l'extrader afin qu'il purge sa peine. Mais l'avocat de ce dernier, Norman Pattis, a insisté sur le fait qu'un voyage du Connecticut jusqu'en Géorgie serait mortel pour Robert, car il est atteint d'un cancer de la vessie, d'une maladie cardiaque et de diabète. Et c'est ainsi que l'État de Géorgie a annulé l'extradition de l'ex-détenu. Bien sûr, ça a fait un scandale puisque d'un côté, certains pensaient qu'il aurait dû purger sa peine et rendre sa dette à la société, mais d'autres au contraire pensent que vu son état de santé, le mettre en prison aurait été synonyme d'une condamnation à mort. Par la suite, il s'avéra que l'avocat disait vrai, puisque Robert décéda seulement quelques semaines après, le 5 décembre 2016. Comme quoi, notre passé finira toujours par nous rattraper. Alors lui, il est tellement badass qu'énumérer tout ce qu'il a fait serait beaucoup trop long, et il faudrait carrément consacrer une vidéo entière pour lui. Je vais donc uniquement vous parler de la période qui concerne son évasion suite au braquage, mieux connu sous le nom de casse du siècle. Nous retrouvons donc Albert Spaggiari, qui vient tout fraîchement de sortir de prison et qui vient tout juste de s'installer à Nice en Côte d'Azur. Il se lance dans la photographie et travaille avec la mairie de Nice, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va élargir son réseau. Il apprendra également beaucoup grâce à son métier, comme le fait que la Banque Société Générale de Nice n'a pas de système d'alarme pour sécuriser ses coffres. Plutôt pas mal l'info. La banque pensait apparemment que le mur d'1,80 m d'épaisseur serait suffisant et qu'un système de sécurité supplémentaire serait donc facultatif. Face à cette faille du système, Albert ne résiste à l'idée de braquer la banque et de vider les coffres. Mais comment s'y prendre ? 2 ans avant le casse du siècle, il réunit une équipe de braqueurs composée d'électriciens qui vont acheminer des dizaines de mètres de câbles pour éclairer le tunnel, de maçons pour cimenter les parois du tunnel afin d'éviter les éboulements, et de personnes qualifiées dans le domaine du terrassement. Ils vont commencer par louer un coffre dans la banque visée et y déposer un réveil. Pourquoi un réveil ? Eh ben en le réglant pour qu'il sonne durant la nuit, ils peuvent tester les systèmes de détection acoustique des coffres. Ainsi, le premier coup de pioche débutera le 7 mai 1976, de nuit bien sûr, en partant de la rue Hôtel des Postes. Ils creuseront durant une dizaine de mètres, puis finalement, c'est le vendredi 16 juillet 1976 vers 21h30 qu'ils percent le mur d'1,80 m. Et pendant tout le week-end, ils vont ouvrir 371 coffres remplis de bijoux, de billets et aussi de photos de célébrités très compromettantes. Bref, l'équipe va donc carrément camper dans la salle des coffres puisqu'aucun vigile n'y travaille du week-end. Et pour preuve, après leur passage, des cartouches de cigarettes, des restes de repas et des photos traînées par terre avec un petit mot laissé au milieu qui disait « Ni armes, ni violence et sans haine ». Finalement, les gangsters repartent avec les sacs remplis pour une valeur totale d'environ 50 millions de francs français. Donc en euros, ça fait environ 7,6 millions. Par la suite, certains des braqueurs se feront arrêter et dénonceront Albert en tant que cerveau de l'opération, et celui-ci se fait très vite arrêter. Désormais, Albert est en prison. Oui, mais plus pour longtemps. Parce qu'après 5 mois seulement, il s'évadera non pas de la prison, mais directement depuis le bureau du juge d'instruction au palais de justice de Nice. Comment il a fait ?
Ah ben, il s'est simplement jeté par la fenêtre du deuxième étage pendant sa discussion avec le juge. Easy. Il atterrit sur la voiture d'un type qu'il ne connaît pas et disparaît sur la moto d'un complice qui l'attendait. Et pour la petite anecdote, Albert a laissé un chèque sur le pare-brise de la voiture sur laquelle il a atterri pour l'indemniser. Plutôt honnête comme gangster. À partir de ce moment-là, il sera en cavale jusqu'à sa mort, 12 ans après son évasion. Il se serait réfugié dans plusieurs pays comme en Espagne, en Italie ou encore au Brésil et en Argentine. Et pour être sûr de ne pas se faire repérer, il a eu recours à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises, il est interviewé plusieurs fois et a même écrit un livre. Vous l'aurez compris, on a affaire à un homme qui n'avait vraiment pas froid aux yeux et qui est rentré dans la légende grâce à cette évasion réussie. Alors là, on va parler du roi de la belle. On ne compte plus ses nombreuses tentatives tellement il a poussé le truc loin. Et pourtant, il est le seul du classement qui a purgé sa peine et qui a fini par sortir libre. Michel Vaujour s'attire des ennuis très jeune, puisqu'il emprunte régulièrement des voitures. Je dis emprunte entre guillemets parce qu'il les vole mais les ramène quelques jours après. Une sorte de voleur gentleman quoi. Mais début 1970, les policiers le retrouvent et viennent le chercher dans son appartement près de Reims, mais celui-ci arrive à s'échapper au dernier moment en passant par la fenêtre. Après une cavale de 2 semaines, Michel, qui a alors 19 ans, sera rattrapé et condamné pour vol de voiture. Il sort après 2 ans et demi et sera à nouveau emprisonné dans la même année à Mâcon, en Saône-et-Loire en France, après avoir tenté de s'enfuir suite à un banal contrôle routier. Donc retour à la case départ, mais cette fois-ci, il sera placé de manière plus régulière dans le quartier de haute sécurité, là où sont enfermés les plus durs et les plus rebelles. Une sorte de prison dans la prison quoi. Mais cette expérience le traumatisera au point où il décidera de s'en évader dès qu'il sera placé en détention normale avec les autres détenus. Un jour, en détention normale, il remarque un camion à l'entrée des grilles. Le camion chargeait du matériel de prison et les grilles restaient souvent ouvertes. Les gars avaient un niveau de sécurité apparemment... Enfin, il se décida de se glisser dans l'atelier où le camion déchargeait, puis est allé se réfugier dans les toilettes à côté des grilles de la prison. Il a ensuite attendu que les grilles s'ouvrent pour littéralement sortir par la grande porte. Mais il est à nouveau arrêté suite à une tentative de cambriolage. Du coup, il sera envoyé à la prison de Châlons, d'où il s'évadera encore, en sciant les barreaux de sa fenêtre cette fois-ci et en escaladant le mur. Il sera de nouveau rattrapé et cette fois-ci pour se barrer de là, il va faire un double des clés de sa cellule en créant une empreinte de la dite clé. Et à votre avis, avec quoi est-ce qu'il va prendre l'empreinte de cette clé? Avec du fromage. Ouais, enfin, la cire qui enveloppe le fromage, vous voyez. Il sera par la suite recapturé et oui, il s'évadera à nouveau. Et cette fois-ci, c'est un peu moins en mode fromage et un peu plus en mode énervé, puisqu'il prend en otage une juge d'instruction en la menaçant d'un flingue. Enfin flingue, plutôt du savon noirci avec un système de résonance proche du pistolet, fabriqué grâce à un coupe-ongle et une boîte de sardines. En tout cas, ce sera suffisant pour s'enfuir. Il en profitera pour se refaire une partie du visage, mais ça ne sera pas suffisant puisque 2 ans après, en 1981, il sera de nouveau capturé et envoyé dans la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris, d'où il s'échappera à nouveau en mai 1986, et cette fois, c'est un carrosse qui attend monsieur. Plus précisément un hélicoptère piloté par sa femme de l'époque, Nadine Vaujour. Michel sera finalement capturé en octobre 1986 durant un cambriolage qui a failli lui être fatal puisqu'une fusillade éclate avec la police et Michel se prend une balle dans la tête. Mais miraculeusement, il survit et est donc transféré directement en prison, même s'il est atteint d'hémiplégie. En gros, l'hémiplégie, c'est une maladie qui paralyse la moitié de ton corps. Voilà. Mais tel le warrior qu'il est, il retrouve petit à petit la mobilité de ses membres dans sa cellule grâce au yoga. En 1991, il rencontre Jamila, étudiante en droit dont il tombera amoureux. Le sentiment étant réciproque, Jamila va tenter à 2 reprises de sortir Michel de prison grâce à un complice et à l'aide d'un... hélicoptère bien sûr. Mais visiblement, ils étaient bien moins organisés que Nadine puisqu'ils échoueront 2 fois et Jamila sera emprisonnée 5 ans pour ces faits. Michel lui est libéré en 2003 après avoir passé au total 27 ans en prison. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne. Yo tout le monde, c'était Zano.